Le cœur battant comme un tambour de guerre, Timothée poussa la porte vitrée de la Banque de France, rue de Rivoli, ignorant que ce geste anodin allait fissurer les fondations de sa vie entière. Derrière le guichet, un homme aux yeux perçants, Maxime, leva à peine le regard de son écran, mais quand leurs regards se croisèrent, un éclair de doute traversa son visage, un doute qui n'était pas seulement professionnel, mais viscéralement personnel. « Vos papiers, s'il vous plaît » lança-t-il d'une voix froide, comme si déjà il flairait l'imposture dans l'air parisien chargé d'humidité automnale. La file d'attente serpentait paresseusement sous les lustres en cristal qui diffusaient une lumière pâle, presque accusatrice, sur les visages lasses des clients. Timothée, 28 ans, serré dans un costume trop grand hérité de son oncle défunt, sentait la sueur perler sur sa nuque. Il était venu d'un petit village normand, fuyant les murmures étouffés de sa famille qui avait toujours faim de ne pas voir ses regards voler vers les garçons du lycée. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, promettait l'anonymat, un nouveau départ. Mais aujourd'hui, il n'était qu'un numéro, un dossier à ouvrir pour un prêt modeste assez pour lancer sa petite librairie spécialisée dans la littérature queer, un rêve nourri dans les pages jaunies de Proust et de Baldwin. Quand son tour arriva, il posa son passeport sur le comptoir de marbre froid. Maxime, 32 ans, cadre supérieur en pleine ascension, ajusta ses lunettes cerclées d'argent. Ses doigts fins, habitués à signer des chèques à 6 €, feuilletèrent les documents avec une précision chirurgicale. « Monsieur Duval » murmura-t-il, son accent du sud-ouest traînant comme un secret mal gardé. Puis, ses yeux s'attardèrent sur la photo, un Timothée plus jeune, les cheveux en bataille, un sourire timide qui trahissait une vulnérabilité qu'il avait depuis appris à masquer. « Il y a une incohérence, dit-il enfin, la voix basse mais ferme. Cette adresse. Et ce nom. Vous comprenez, nous devons vérifier l'identité pour des raisons de sécurité. » Timothée sentit un froid glacial l'envahir, plus âpre que le vent de la Seine qui s'infiltrait par les portes. « Quoi ? C'est mon passeport, bon sang. Vérifiez avec l'ambassade si vous voulez, mais je ne suis pas un fraudeur. » Sa voix monta d'un ton, attirant les regards curieux des autres clients. Maxime ne broncha pas, au contraire, un pli amer se forma au coin de ses lèvres. Il avait vu des cas comme celui-ci, des immigrés, des transgères en transition, des amoureux fuyant des mariages arrangés. Mais chez Timothée, c'était autre chose, une fragilité dans les yeux verts, une façon de se tenir droit comme pour défier le monde entier. Refusé, trancha Maxime, glissant les papiers vers lui. Revenez avec des justificatifs supplémentaires. Ou contactez notre service juridique. Le mot refusé résonna dans la tête de Timothée comme un verdict de cour martiale. Il attrapa ses documents d'un geste brusque, renversant presque l'encrier en laiton. Vous jugez sur des apparences, hein? Parce que je ne colle pas à votre idée du client idéal? Les mots jaillirent, imprégnés d'une rage qu'il n'avait pas anticipée. Maxime rougit légèrement, ses joues allaient par des étais gascons prenant une teinte écarlate. Pour la première fois de sa carrière impeccable, il se sentit démasqué non pas en tant que banquier, mais en tant qu'homme qui, lui-même, avait passé des années à cacher ses nuits volées dans les backrooms de Pigalle, à feindre l'indifférence face à ses propres désirs. Timothée quitta la banque en trombe, le cœur cognant contre ses côtes. Dehors, la pluie fine de novembre transformait Paris en un tableau impressionniste flou, où les passants se fondaient dans les flaques miroitantes. Il marcha sans but, longeant les vitrines de la rue de Rivoli, où les mannequins figés semblaient le narguer de leur perfection inatteignable. Pourquoi ce refus? Était-ce son nom, changé il y a 5 ans après une transition qu'il avait gardée secrète, même pour ses plus proches amis? Ou simplement le regard de Maxime, ce mélange de suspicion et d'une curiosité qu'il n'osait pas nommer? Ce soir-là, dans son studio exigu du Marais, Timothée noya sa frustration dans un verre de vin rouge bon marché. Les murs tapissés de livres de Le nom de la rose à Calm by Your Name lui rappelaient que les histoires d'amour naissaient souvent dans le chaos. Il alluma son ordinateur, tapa furieusement un mail au service client de la banque, détaillant l'incident avec une précision journalistique. Discrimination flagrante, écrivit-il, joignant une capture d'écran de la loi française sur l'égalité des chances. Mais au fond de lui, une étincelle s'allumait, celle de la revanche, non pas violente, mais subtile, comme un roman de Balzac où les humbles renversent les puissants. Pendant ce temps, Maxime rentra chez lui, un appartement haussmannien surplombant la place des Vosges, meublé avec le goût austère d'un homme qui collectionne les regrets. Il versa un scotch pur malt, s'assit devant la fenêtre où les lumières de la ville dansaient comme des lucioles affolées. Le visage de Timothée le hantait, ses yeux verts, ce menton volontaire. Étaient-ce de la pitié? De l'attirance?
Il avait toujours compartimenté sa vie, banquier le jour, amant anonyme la nuit. Son fiancé, un avocat hétérosexuel nommé Laurent, l'attendait pour dîner, ignorant tout de ses doubles vies. « Chérie, tu as l'air fatigué, dirait-il plus tard, en posant une main possessive sur son épaule. Maxime sourirait, mais intérieurement, le doute s'insinuait, et si ce jeune homme au guichet avait vu clair en lui, comme un miroir brisé reflétant ses propres failles? Les jours suivants, Timothée lança son projet de librairie avec une détermination farouche. Librairie arc-en-ciel, baptisa-t-il l'endroit, niché dans une ruelle du quartier latin. Les étagères ployaient sous les volumes, des essais de Foucault sur la sexualité au roman graphique de Alan Moore. Les premiers clients furent des étudiants curieux, des expatriés en quête de racines. Mais chaque soir, en fermant boutique, il repensait à Maxime. Un soir, impulsif, il revint à la banque. Pas pour un prêt, mais pour confronter. Le guichet était vide, Maxime avait été promu assistant directeur. Il est en réunion, lui dit une collègue compatissante. Timothée repartit, le poing serré, mais avec une idée germant, s'inscrire en école de commerce, transformer sa rage en arme. Maxime, de son côté, ne pouvait s'empêcher de vérifier les dossiers. Le nom de Timothée Duval surgit dans un rapport interne plainte pour discrimination. Son estomac se noie. Laurent, lors d'un dîner tendu, lui annonça « On devrait officialiser, Maxime. » Mariage civil, pour la forme. Les mots sonnèrent comme une sentence. Cette nuit-là, Maxime sortit, erra dans les bars sombres de Le Marais, où les corps se frôlaient sans promesse. Il but jusqu'à l'aube, se réveillant avec un mal de tête lancinant et une résolution, ignorer ce fantôme vert aux yeux. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Lors d'une conférence sur l'inclusion financière au Palais du Louvre, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Timothée, invité en tant que jeune entrepreneur, siégeait au premier rang. Maxime, orateur principal, balbutia sur l'égalité d'accès aux services bancaires. Leurs regards se heurtèrent, l'air crépita. Après la session, Timothée s'approcha, micro en main pour une question piégée. « Monsieur, comment expliquez-vous qu'un guichetier de votre établissement refuse un service basé sur un doute d'identité, alors que vos discours prônent l'inclusion ?» La salle retint son souffle. Maxime pâlit, mais répondit avec une grâce inattendue, « C'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Permettez-moi de vous inviter à dîner pour en discuter. » Personnellement. Ce dîner, dans un bistrot caché près de la Seine, marqua le début d'une danse dangereuse. Timothée, méfiant, accepta par curiosité. Sous les guirlandes de lumière tamisées, ils parlèrent pendant des heures, de l'enfance de Timothée dans les champs normands, où il lisait Wilde à la lueur d'une lampe torche, de celle de Maxime, fils d'un vigneron bordelais, qui avait fui les attentes familiales pour les tours de verre de la finance. Le vin coula, les rires fusèrent, et quand leurs mains se frôlèrent sur la nappe à carreaux, un courant électrique les traversa. « Je ne suis pas celui que vous pensez, » murmura Timothée, les yeux baissés. Maxime posa un doigt sous son menton, « Et moi, je ne sais plus qui je suis. » Leur premier baiser eut lieu sur le pont des Arts, sous une lune voilée par les nuages. Les cadenas d'amour cliquetaient doucement dans la brise, témoins muets de cette reddition. Timothée sentit les lèvres de Maxime, chaudes et hésitantes, comme un aveu longtemps retenu. Mais au matin, la réalité reprit ses droits, appel manqué de Laurent, réunion interminable à la banque. Maxime promit, « Donne-moi du temps. » Timothée, le cœur gonflé d'un espoir fragile, acquiesça. La librairie prospérait, il engagea un assistant, un étudiant queer nommé Léo, qui devint vite un confident. « Il te rendra fou, ce banquier, » plaisanta Léo un soir, en rangeant des bandes dessinées. Timothée rit, mais intérieurement, il savait, l'amour, en France comme ailleurs, était un pari risqué. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Maxime, déchiré, confia à un collègue son dilemme. « C'est un client, rien de plus, » mentit-il. Mais les nuits avec Timothée, ses corps enlacés dans les draps froissés du studio, les murmures en français ancien, les rires étouffés étaient un baume sur ses plaies. Un week-end, ils s'échappèrent à Giverny, marchant dans les jardins de Monet où les nénuphars flottaient comme des rêves inachevés. « Je t'aime » souffla Maxime, agenouillé dans l'herbe humide. Timothée, les larmes aux yeux, répondit, « Alors, prouve-le. Quitte-le. » La trahison frappa comme un orage d'été. Laurent découvrit les messages, les photos volées. Une scène épique s'ensuivit dans l'appartement, verre brisé, accusations hurlées. « Tu es un imposteur, Maxime. Un menteur.
Laurent claqua la porte, emportant avec lui les illusions d'une vie hétéronormée. Maxime, brisé, appela Timothée en pleurs. C'est fini. Viens. Leur réunion fut un tourbillon de passion et de douleur, corps et âme se mêlant dans une catharsis violente mais tendre. Mais le vrai conflit couvait à la banque. Timothée, avec son prêt refusé initial, avait porté plainte discrètement. L'affaire remonta aux échelons supérieurs, et Maxime fut interrogé. C'était une erreur, admit-il, protégeant Timothée autant que lui-même. Pourtant, la direction vit en lui un atout, montrez-nous votre loyauté. Écrasez cette plainte. Maxime refusa, et le lendemain, il fut rétrogradé. Furieux, il confronta le directeur, vous parlez d'inclusion, mais vous traitez les gens comme des pions. Timothée, apprenant la nouvelle, vint le chercher à la sortie du bureau. Ils marchèrent le long de la scène, main dans la main, ignorant les regards. On va s'en sortir, dit Timothée. Ensemble. Leur amour, naissant dans le doute, fleurissait maintenant en une force inébranlable. Mais Paris, ville des Lumières, cachait encore ses pièges. Les mois suivants furent un kaléidoscope de joies volées et de tempêtes intimes. Timothée et Maxime emménagèrent ensemble dans un loft rénové du Sentier, un quartier en pleine effervescence où les start-up tech côtoyaient les anciens ateliers de couture. Les matins étaient doux, café fumant sur la table en bois brut, Maxime lisant Le Figaro tandis que Timothée triait les commandes de livres des éditions rares de Maurice de Forster au manifeste contemporain sur l'identité fluide. « Tu es mon encre » murmurait Maxime en l'embrassant avant de partir pour la banque, son costume impeccable contrastant avec la chemise froissée de Timothée. La librairie Arc-en-Ciel devint un havre pour la communauté LGBTQ+ de Paris. Des soirées lecture attiraient des poètes comme Abdel Attaya, des activistes comme ceux de SOS Homophobie. Timothée, avec son charisme naturel, modérait les débats avec une sensibilité qui touchait les cœurs. Léo, son assistant, devint un pilier, tatoué des chevilles aux épaules, il gérait les réseaux sociaux avec un humour piquant, postant des mèmes sur l'amour interdit qui viralisaient jusqu'à Berlin. Boss, ton banquier te rend romantique, taquina-il. Timothée rougissait, mais au fond, il savait que Maxime était plus qu'un amant, il était le complice d'une renaissance. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Maxime, hanté par sa rétrogradation, travaillait jusqu'à l'épuisement, cherchant à regagner la confiance de la direction. Des dîners annulés, des textos froids, réunions imprévues, désolé. Timothée comprenait, ou du moins essayait. Une nuit, après une énième absence, il explosa, « Es-tu encore en train de te cacher ? Après tout ça ?» Maxime, les yeux rougis par la fatigue, s'effondra sur le canapé. « Laurent m'a traîné en justice pour trahison affective. Il veut ruiner ma carrière. Et si je perds tout, qu'est-ce qui nous reste ?» Ils se réconcilièrent dans les larmes, leurs corps se cherchant comme des âmes perdues, mais la graine du doute était plantée. L'occasion de la revanche surgit inopinément. Lors d'un salon du livre au Grand Palais, Timothée rencontra un investisseur américain, un certain Elias Grant, ex-Wall Street, passionné de littérature française. « Votre concept est génial, dit Elias, un verre de champagne à la main. Mais pour scaler, il vous faut du capital. Et une stratégie financière solide. » Timothée, l'esprit vif, évoqua son refus initial à la banque. Elias rit, « Les Français et leur bureaucratie. Laissez-moi vous connecter à mon réseau. » Bientôt, une offre arriva, un prêt de 500 000 €, via une fintech berlinoise, contournant les circuits traditionnels. Maxime, apprenant la nouvelle, sentit un pincement au cœur, mélange de fierté et de jalousie. « Tu n'as plus besoin de moi pour ça, plaisanta-t-il, mais sa voix trahissait une insécurité profonde. Timothée le serra contre lui, « J'ai besoin de toi pour tout le reste. Viens, on fête ça à Montmartre. » Ils grimpèrent les marches de la butte, s'arrêtant pour un baiser volé sous le Sacré-Cœur, où les touristes japonais prenaient des selfies indifférents. La ville s'étalait à leurs pieds, un tapis de lumière clignotante, promesse d'un avenir radieux. Mais le passé, tenace comme la brume matinale sur la Marne, refit surface. Laurent, vindicatif, diffusa des rumeurs dans les cercles financiers, Maxime était instable, un risque pour les investisseurs. La banque, sentant le vent tourner, le convoqua. « Prouvez votre loyauté » exigea le directeur, un homme au visage de pierre taillé dans le granit normand. Ou démissionner. Maxime, piégé, accepta une mission sordide, infiltrer un scandale de blanchiment d'argent impliquant des clients queer, pour nettoyer l'image de la banque.
C'est pour notre bien, se justifia-t-il auprès de Timothée, omettant les détails. Le mensonge s'épaissit comme une sauce trop réduite. Maxime commença à suivre des pistes, des transferts suspects vers des associations LGBT, masquant peut-être des fonds illicites. Il croisa Timothée lors d'un gala de charité au Moulin Rouge, où la librairie sponsorisait un stand. Leur sourire public masquait la tension. Plus tard, dans une alcôve feutrée, Maxime avoua partiellement « Je creuse un dossier sensible. Ne pose pas de questions. » Timothée, sentant le danger, insista « Implique-moi. On affronte ça ensemble. » Mais Maxime refusa, protégeant son amour par le silence ou une erreur fatale. Le haut point arriva un soir pluvieux de décembre. Timothée rentra tôt de la librairie, trempé jusqu'aux os, pour trouver Maxime penché sur des documents, le visage blême. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, ramassant une feuille. Les mots « librairie arc-en-ciel transfert suspect » le frappèrent comme un coup de poignard. « Tu m'espionnes ? Pour la banque ?» Maxime, pris au piège, balbutia « C'était pour te protéger. Il menaçait de fermer ta boutique si je ne coopérais pas. » La trahison explosa en une dispute homérique, objets jetés, mots acérés comme des lames. « Tu n'es qu'un lâche. Un guichetier qui doute encore de tout, même de moi, hurla Timothée, claquant la porte. Seul dans la nuit parisienne, Timothée erra vers la Seine, où les péniches glissaient comme des fantômes. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire, moqueuse. Il appela Léo, c'est fini. Tout. Léo, fidèle, le rejoignit au Pont-Neuf, où ils burent du pastis dans un bar miteux, déversant les peines comme un exorcisme. Il t'aime, mais l'amour sans courage n'est rien, dit Léo, les yeux brillants. Timothée hocha la tête, mais au fond, une braise couvait, non pas de haine, mais de détermination. Maxime, effondré, noya son chagrin dans le whisky. Les souvenirs affluaient, leur premier week-end à Deauville, roulant sur la plage déserte, riant des vagues qui léchaient leurs pieds nus, les nuits où Timothée lisait à voix haute des extraits de Les Chants de Maldoror, sa voix caressant les ombres. Il avait trahi par peur de perdre le statut qui lui avait permis, enfin, d'aimer librement. Au matin, il rédigea sa démission, un acte libérateur mais terrifiant. « Je vais tout réparer » se promit-il, composant le numéro de Timothée. Mais la ligne sonnait dans le vide. La ville, indifférente, continuait son ballet, vendeur de marrons chauds aux Tuileries, couples enlacés sous les arcades du Louvre. Timothée, soutenu par Elias, lança une campagne de crowdfunding pour la librairie, transformant sa douleur en article. Des milliers de dons affluèrent, avec des messages « Votre histoire nous inspire ». Maxime, sans emploi, erra dans les jardins du Luxembourg, observant les enfants faire voguer des bateaux en papier. Il croisa un ancien collègue qui lâcha « La banque est en crise. » Scandale imminent. Une idée germa, utiliser ses connaissances pour exposer les magouilles, non pour vengeance, mais pour justice. Leur reconnexion fut fortuite, presque divine. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la Bastille, Timothée brandissait une pancarte « Amour sans frontières ». Maxime, au milieu de la foule, le vit et s'approcha, la gorge nouée. « Pardonne-moi » murmura-t-il, la voix brisée par le brouhaha des slogans. Timothée, les yeux humides, le dévisagea, « Prouve-le. Aide-moi à bâtir quelque chose de plus grand. » Maxime acquiesça, et dans la cohue, ils s'embrassèrent à un baiser public, défiante, qui fit taire les doutes pour un instant. Mais le climax approchait, sombre et inexorable. La banque, sentant la menace, lança une enquête contre Timothée, accusation de fraude, basée sur les preuves que Maxime avait dû falsifier sous pression. Les policiers frappèrent à la porte de la librairie un matin ensoleillé de janvier. « Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation. » Léo hurla, les clients se figèrent. Timothée, menotté, jeta un regard vers la rue, Maxime était là, impuissant, les poings serrés. La trahison, cette fois, n'était pas la sienne, mais celle du système qui l'avait servi. La cellule de la préfecture de police, rue de Saulois, puait le désespoir rance et le café froid. Timothée, assis sur le banc dur, revivait la scène en boucle, les menottes froides mordant ses poignets, les flashs des appareils photos des journalistes flairant le scandale. Fraude bancaire titrait déjà les sites d'infos en ligne, liant son nom à un réseau fictif de détournement. La librairie, son rêve incarné, était scellée par des rubans jaunes, Léo évacué en larmes. Et Maxime ? Absent, ou du moins, invisible dans ce cauchemar. De l'autre côté de Paris, Maxime bouillonnait.
Il avait fui la scène comme un lâche, paralysé par la peur que sa présence n'aggrave tout. Chez lui, il fouilla ses archives, emails internes, enregistrements de réunions où le directeur ordonnait les falsifications. C'est du chantage, se dit-il, composant le numéro d'un avocat spécialisé en droit des médias, une femme farouche nommée Claire Duval, ironie du sort, portant le même nom de famille. J'ai des preuves, assura-t-il. Claire, voix rauque de fumeuse, rit, alors, bougez-vous, ou votre amoureux pourrira en tôle. La nuit fut un supplice. Maxime ne dormit pas, arpentant le loft vide, où les livres de Timothée traînaient encore comme des accusations muettes. Il se rappelait leur voyage à la Provence, l'été précédent, les champs de lavande ondulant sous le Mistral, leur corps bronzé se levant dans une chambre d'auberge aux volets bleus. Pour toujours, avait-il juré, ignorant la fragilité des promesses. Au lever du soleil, il se rendit à la préfecture, exigeant de voir Timothée. Pas avant l'audition, grogna un flic bedonnant. Maxime s'effondra sur les marches, la tête entre les mains, pleurant pour la première fois depuis l'enfance. L'audition fut un théâtre absurde. Le procureur, un homme aux moustaches jaunies, aligna les charges, transferts illicites vers des associations, prêts fictifs. Timothée, palmait droit, nia tout, c'est une vendetta. Demandez à la banque. Maxime y rompit alors, dossier en main, ignorant les protestations. C'est un coup monté. Voici les preuves. La salle se figea, le procureur feuilleta les documents, son visage se crispant. Monsieur Lemoine, vous êtes employé de la banque en question. Maxime hocha la tête, pas pour longtemps. Timothée, à travers la vitre, croisa son regard, un mélange de fureur et de gratitude infinie. Libéré sous caution le soir même, Timothée rentra au loft, soutenu par Maxime. Pas de mots doux, une étreinte silencieuse, lourde de non-dits. Pourquoi as-tu falsifié ça, demanda enfin Timothée, s'écartant. Maxime avoua tout, la pression, les menaces, son silence par amour mal placé. J'ai cru te protéger, mais je t'ai trahi 2 fois. Les larmes coulèrent, et dans cette vulnérabilité, ils se retrouvèrent un amour plus fort, forgé dans le feu de l'adversité. On va les faire tomber, murmura Timothée, ses doigts entrelacés aux siens. Le scandale éclata comme une bulle de savon sous le soleil. Claire, l'avocate, porta plainte contre la banque pour diffamation et entrave à la justice. Les médias s'emparèrent de l'affaire, Le Monde titra « Un amour bafoué par la finance française », Libération creusa les liens occultes de la direction avec des lobbies conservateurs. Maxime devint un whistleblower involontaire, interviewé sur France Inter, sa voix tremblante mais résolue. L'identité n'est pas un risque, c'est une richesse. Timothée, à ses côtés, parla de résilience, l'amour queer n'est pas une mode, c'est une révolution. La communauté se mobilisa. Des manifestations devant la Banque de France, des pétitions en ligne dépassant les 100 000 signatures. Léo rouvrit la librairie en secret, transformée en QG de soutien, lecture publique de textes sur la trahison et le pardon, atelier d'écriture pour les victimes de discrimination. Elias Grant, l'investisseur américain, injecta des fonds d'urgence, c'est du pur Hollywood, mais en mieux du Zola avec des cœurs brisés. Timothée rit pour la première fois depuis des jours, serrant Maxime contre lui dans la pénombre de la boutique. Mais le conflit s'intensifia. Le directeur de la banque, un certain Henri Duval, un homonyme maléfique, contre-attaqua en justice, accusant Maxime de vol de documents confidentiels. Une perquisition eut lieu au loft, tiroir vidé, ordinateur saisi. Dans le chaos, Maxime trouva une lettre oubliée de Laurent, « Tu paieras pour m'avoir humilié ». La trahison s'étendait comme une toile d'araignée. Il est de mèche avec la banque, comprit Maxime, blême. Timothée, pragmatique, contacta des journalistes d'investigation, fouillait son passé. Les révélations fusèrent, Laurent, endetté jusqu'au cou, avait vendu des infos internes à des concurrents. Le couple brisé de Maxime n'était qu'un prétexte, l'argent, le vrai mobile. Un soir, dans un café du Palais Royal, Maxime confronta son ex-fiancée. « Tu as tout gâché, pourquoi ? Une prime ?» Laurent, hagard, s'effondra, « J'étais désespéré. Toi, avec ton petit libraire, tu semblais si heureux. » Maxime, au lieu de frapper, tendit la main, va en thérapie. Et disparaît. Un pardon amer, mais libérateur. Pourtant, le climax personnel survint lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Timothée et Maxime, assis côte à côte, entendirent le procureur général annoncer, preuve suffisante pour inculper la direction. Mais Henri Duval, rusé,
balança un dernier coup, des photos volées de Maxime et Timothée, intimes, publiées anonymement sur les réseaux. Pour salir leur crédibilité, ricana Théil. La salle murmura, Timothée sentit la nausée monter. Maxime se leva, voix ferme, ces images prouvent seulement que l'amour existe, malgré vos haines. Et nous sommes plus forts. Dehors, sous un ciel d'azur printanier, ils s'étreignirent. C'est presque fini, dit Timothée. Mais Maxime, sentant le vent tourner, murmura, pas encore. J'ai un plan. Il avait secrètement contacté des actionnaires dissidents de la banque, usant de son réseau pour une OPA hostile ou une prise de contrôle par un consortium éthique, financé par Elias et d'autres. On va la transformer de l'intérieur. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Rencontres clandestines dans des brasseries de Montparnasse, nuit blanche à décortiquer des bilans. Timothée, avec son flair littéraire, rédigea le manifeste « Une banque pour tous », où l'identité n'est pas un obstacle, mais une opportunité. La presse, fascinée, suivit l'ascension de ce duo improbable, le banquier repenti et le libraire rebelle. L'amour, au cœur de tout, irradiait des regards complices lors des négociations, des baisers volés dans les couloirs feutrés. Le jour J arriva, assemblée générale des actionnaires à la Bourse de Paris. Maxime, costume impeccable, présenta le plan « Transparence, inclusion, investissement dans des start-up queer ». Henri Duval, acculé, tenta un discours venimeux, ces idéalistes ruineront notre institution. Mais les votes tombèrent, 52% pour l'OPA. Maxime fut élu président intérimaire. Dans la salle bondée, il chercha Timothée dans la foule, et leurs yeux se trouvèrent un triomphe partagé. Pourtant, la victoire avait un prix. Maxime dut signer des accords de confidentialité, isolant temporairement leur intimité. C'est pour le bien commun, se justifia-t-il. Timothée, compréhensif, masqua son inquiétude, tant que tu reviens chaque soir. L'été enveloppa Paris d'une langueur sensuelle, où l'air vibrait du chant des cigales importées et des rires des terrasses bondées. Maxime, nouveau maître de la Banque de France réformée, naviguait dans un océan de responsabilités, audits internes pour débusquer les irrégularités passées, partenariat avec des ONG pour l'inclusion financière des minorités. Son bureau, au dernier étage de la tour de verre rue de la Vrillière, offrait une vue panoramique sur les toits incés, mais il y passait des nuits entières, le visage éclairé par l'écran bleu des tableurs. C'est temporaire, promettait-il à Timothée lors de leur rare dîner, où les chandelles vacillaient comme des cœurs incertains. Timothée, de son côté, avait transformé la librairie en un empire modeste, une chaîne de 3 boutiques, de Paris à Lyon, avec un podcast hebdomadaire sur l'amour queer en littérature. Léo, promu manager, injectait une énergie punk, vitrines interactives, collaboration avec des drag queens pour des lectures théâtrales. On est des rockstars, s'exclamait-il, en servant des mojitos lors des vernissages. Mais en privé, Timothée confiait à son journal, Maxime s'éloigne. Le pouvoir le dévore, comme dans un roman de Drézé. Les tensions refirent surface lors d'un gala au musée d'Orsay, où la banque honorait ses nouveaux partenaires. Timothée, en smoking ajusté, se sentait comme un intrus parmi les philanthropes en perles et smoking sur mesure. Maxime, discours en main, parla d'un futur inclusif, mais ses yeux évitaient les siens. Plus tard, dans les jardins sombres le long de la Seine, une dispute éclata. « Tu me regardes comme un accessoire » accusa Timothée, la voix brisée par le bruit des bateaux-mouches. Maxime, épuisé, rétorqua « Et toi, tu idéalises. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la survie. » Ils se séparèrent en larmes, Timothée rentrant seul au loft, où les échos de leur rire passé résonnaient comme des fantômes. La trahison mineure, où était-ce la fatigue? S'amplifia quand Maxime accepta une invitation à Davos, laissant Timothée seul pour leur anniversaire. C'est professionnel, expliqua-t-il par Skype, depuis un chalet enneigé. Timothée, entouré de Léo et d'amis lors d'une soirée improvisée à la librairie, but trop, dansa trop, et finit par embrasser un poète aux cheveux longs à un baiser fugace, impulsif, capturé par un téléphone. La photo vira sur les réseaux, atterrissant dans les boîtes mail des tabloïds People. Maxime, apprenant la nouvelle en pleine conférence sur l'éthique financière, sentit le monde s'effondrer. « C'est quoi, ça » envoya-t-il, furieux. Timothée, rongé par la culpabilité, avoua « une erreur. » Comme tes silences. La dispute par écran interposé fut cruelle, accusation de jalousie, de distance émotionnelle. « Peut-être qu'on s'est perdu » murmura Timothée, avant de raccrocher. Maxime, isolé dans les Alpes suisses, erra dans la neige,
le froid mordant ses joues comme un rappel de sa solitude. Il appela Claire, l'avocate, « Conseille-moi. Suis-je en train de tout détruire ?» De retour à Paris, Maxime trouva le loft vide. Timothée avait rejoint Léo dans un appartement du canal Saint-Martin, un refuge temporaire. Les jours s'étirèrent en semaines de silence radio, ponctués de regards volés lors d'événements publics. La banque prospérait de nouveaux prêts pour des entrepreneurs LGBTQ+, campagnes anti-discrimination, mais Maxime marchait comme un automate, son sourire de façade craquelant en privé. Il plongea dans les archives personnelles de Timothée, relisant leurs lettres d'amour, « Tu es ma France, mon refuge dans la tempête ». Les larmes brouillèrent l'encre. Timothée, chez Léo, se soigna à coups de thérapie de groupe et de nuits blanches à écrire. Son roman en gestation, inspiré de leur histoire, prit forme, Le guichet de l'âme, un récit de doute et de rédemption. Écrite à vérité l'encouragea Léo, en lui servant un bol de ramen fumant. Mais la nuit, seul, il pleurait, regrettant ce baiser comme une trahison à leur serment. Elias, en visite, offrit une perspective yankee, l'amour, c'est comme le business, parfois, il faut pivoter. Mais ne lâche pas sans fight. Le point de non-retour arriva lors d'une crise à la banque, un hack massif, exposant des données sensibles de clients vulnérables majoritairement queer. Les médias hurlèrent au scandale, les actions chutèrent. Maxime, au front, coordonna la réponse, dormant au bureau. Timothée, apprenant la nouvelle via un appel de Léo, agi par instinct, il mobilisa la communauté. Une veillée aux chandelles devant la banque, où des centaines de voix scandèrent, pas de honte, que de la force. Maxime, observant de sa fenêtre, sentit son cœur se serrer. Parmi la foule, Timothée, micro en main, cette banque nous a rejetés, mais nous l'avons conquise. Pour Maxime, qui a osé changer? Ce discours, filmé et viral, brisa la glace. Maxime descendit, traversa la foule, et s'agenouilla devant Timothée, « Je suis désolé. Pour le silence, pour la distance. Reviens. Laisse-moi réparer. » Les applaudissements fusèrent, les caméras clignotèrent. Timothée, les yeux humides, l'aida à se relever, seulement si on recommence à zéro. Pas de pouvoir avant l'amour. Ils s'embrassèrent sous les flashs, un baiser salé de larmes, symbole d'une résilience partagée. La reconstruction fut lente, comme un vin qui mûrit en fût. Ils consultèrent un thérapeute du Marais, un homme sage aux lunettes rondes, qui les guida à travers les labyrinthes de la confiance. Des week-ends à la campagne, dans une maison louée en Bourgogne, promenade dans les vignes, dîner aux chandelles où Maxime cuisinait des magrets sauce au vin, rappelant ses racines gasconnes. « Je t'aime plus que la banque », confia-t-il un soir, sous un ciel étoilé. Timothée sourit, « Prouve-le tous les jours. » Pourtant, l'ombre de la trahison persistait. Lors d'une retraite d'équipe à Deauville, ironie du sort, là où leur amour avait fleuri, Maxime reçut un appel anonyme, Henri Duval prépare un comeback. Il a des alliés au conseil. Le passé, tenace, menaçait de ressurgir. Maxime, tentant de protéger Timothée, garda le secret. Erreur fatale, Timothée l'a pris par Claire, lors d'un lunch innocent. Encore des cachotteries, explosa-t-il, jetant sa fourchette sur l'assiette de fruits de mer. Tu n'apprends jamais. La dispute qui suivit fut cataclysmique, valise bouclée, porte claquée. Timothée s'enfuit à Lyon, chez un cousin, laissant Maxime seul avec ses démons. La banque chancela, les rumeurs enflèrent. Maxime, au bord du gouffre, confia tout à Claire, « Je vais tout perdre. » Elle secoua la tête, « Ou tout gagner. Affronte-le avec lui. » Le climax final se déroula lors d'une assemblée extraordinaire. Henri Duval, soutenu par des actionnaires traditionalistes, lança un vote de défiance contre Maxime. La salle, tendue comme un arc, bruissait de murmures. Timothée, arrivé in extremis de Lyon, s'assit au fond, incognito. Quand Duval attaqua, « Ce président est un traître à nos valeurs, un promoteur d'agenda minoritaire. » Maxime se leva, voix assurée, « Nos valeurs sont l'honnêteté, pas l'exclusion. Et pour ça, j'ai besoin de mon partenaire. » Il tendit la main vers Timothée, qui la saisit, montant sur l'estrade. Ensemble, ils parlèrent, Timothée du cœur, Maxime des chiffres. Le vote, 68% pour Maxime. Duval quitta la salle, vaincu. Dans l'euphorie, ils rentrèrent à Paris, main dans la main. « C'est nous contre le monde », dit Timothée. Maxime acquiesça, et le monde pliera. L'automne revint, doux et mélancolique, avec ses feuilles d'or jonchant les allées du jardin des plantes.
La banque, sous la houlette de Maxime, s'était métamorphosée, guichet inclusif avec des conseillers formés à la sensibilité de genre, prêt vert pour des projets communautaires, une fondation dédiée à l'éducation financière des jeunes queers. Les titres des journaux chantaient les louanges, la révolution rose de la finance française. Maxime, désormais une icône, posait pour Vogue Homme, mais ses yeux, dans les portraits, cherchaient toujours Timothée. Leur amour, passé par le creuset du feu, en sortit purifié, mais marqué de cicatrices discrètes. Ils adoptèrent un chat errant, un félin gris aux yeux jaunes nommé Baudelaire, qui ronronnait sur leurs genoux lors des soirées lecture. Timothée acheva son roman, Le guichet de l'âme, dédié à M, qui douta puis conquis. Lors du lancement à la librairie Arc-en-Ciel, désormais un bastion culturel, Maxime lut un extrait, sa voix émue faisant vibrer l'assemblée. L'amour n'est pas un guichet fermé, c'est une porte grande ouverte. Les applaudissements tonnèrent, Léo, en larmes, servit du champagne rosé. Pourtant, la vie, ce roman inachevé, réservait encore des épreuves. Maxime, diagnostiqué d'une anxiété chronique, fruit des années de pression, commença une thérapie. Timothée l'accompagnait, tenant sa main lors des séances où les mots coulaient comme une confession, peur d'abandon, hérité d'une enfance où son père, vigneron rigide, tolérait à peine ses fantaisies urbaines. « Tu es mon safe space » murmurait Maxime après, enlacé sur le balcon surplombant les lumières de Belleville. Timothée, de son côté, lutta contre les ombres de son passé, flashback de rejets familiaux, où sa transition avait été un tabou familial. Ensemble, ils tissaient un cocon, voyage à Lisbonne, où les azuléjos bleus rappelaient les rêves d'évasion, dîner chez des amis artistes, où les rires effaçaient les silences. Le dénouement humain vint avec une grossesse d'âme, l'arrivée d'un enfant, non de leur chair, mais de leur engagement. Lors d'un atelier à la banque, ils rencontrèrent une jeune trans fuyant la violence domestique, enceinte et sans ressources. On l'adoptera, décida Timothée un soir, après avoir lu des dossiers d'aide sociale. Maxime, initialement terrifié « Et si je suis un père indigne ?» se laissa convaincre. Les démarches furent un labyrinthe, audience, expertise psychologique, nuit blanche à préparer une chambre dans le loft agrandi. La petite, prénommée Héloïse, arriva un matin de printemps, enveloppée dans une couverture brodée, ses pleurs comme un appel au monde. Son baptême, non religieux mais symbolique, eut lieu au Pont des Arts, où ils avaient scellé leur premier baiser. Des amis, Léo en tête avec un discours hilarant, lancèrent des lanternes en papier sur la scène, pour un avenir sans chaîne. Maxime, tenant Héloïse contre son cœur, murmura à Timothée, « Regarde ce qu'on a bâti. » De rien. Timothée, les yeux brillants, répondit, « De tout. De l'amour. » La banque, stabilisée, devint un modèle européen, conférence à Bruxelles sur l'inclusion, prix Nobel d'économie pour son impact social, un clin d'œil ironique au guichet d'origine. Maxime, humble, attribua le succès à Timothée, sans son feu, je serais resté dans l'ombre. Laurent, réhabilité après une cure, envoya une lettre, pardonnez-moi. Soyez heureux. Un pardon distant, mais closant le chapitre. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les Champs-Élysées, ils marchèrent bras dessus bras dessous, Héloïse endormie dans sa poussette. Souviens-toi du premier jour, dit Timothée, serrant la main de Maxime. Ton doute, mon refus. Maxime sourit, et maintenant, je contrôle tout surtout mon cœur. Ils s'arrêtèrent sous l'Arc de Triomphe, où les lumières éternelles veillaient sur Paris. Leur baiser, lent et profond, fut un épilogue, non une fin heureuse forcée, mais une humanité conquise fragile, imparfaite, éternelle. Dans les rues endormies, la ville murmurait ses secrets, amours naissants, trahisons oubliées. Timothée et Maxime, deux âmes entrelacées, savaient que l'identité n'était pas un fardeau, mais un pont vers l'autre. Et dans ce pont, ils avaient trouvé leur maison.